En septembre 2024, un simple appel téléphonique anonyme a changé la vie de Troy Landry pour toujours. Des agents de la faune ont lancé une opération secrète et ce qu'ils ont découvert après 6 heures de surveillance a stupéfié le monde de la chasse. Le roi des marais, longtemps admiré pour avoir enseigné aux autres le respect de la loi, a été pris en flagrant délit d'infraction. Mais ce n'était que le début. Un diagnostic de cancer, une tragédie familiale dévastatrice et des os déterrés dans la boue qui pourraient réécrire l'histoire. Tout cela est entré en collision pour remodeler le monde de Troy. La vérité qui se cache derrière ces récents combats vous laissera sans voix. Troy Landry est né le 9 juin 1960 à Pierre Part en Louisiane. Son arrivée n'est pas une naissance comme les autres dans une petite ville cajun, mais la continuation d'un héritage familial lié au marécage sauvage et impitoyable du bassin de l'Atchafalaya. Pierre Part, entouré d'eau et de denses forêts de cyprès, était un endroit où survivre signifiait s'adapter aux épreuves les plus dures de la nature. Ses parents Duffy et Myrtle n'étaient pas des citadins ordinaires. Ils faisaient partie d'une lignée qui maîtrisait les dangers du marais depuis des générations. Le bassin de l'Atchafalaya s'étend sur plus de 1,4 million d'hectares. Il s'agit du plus grand marais fluvial des États-Unis, rempli d'inondations d'alligators gigantesques et de serpents venimeux. Troy a grandi à une époque où le confort moderne était rare. De nombreuses familles n'avaient ni électricité ni routes goudronnées. Dès le début, sa vie a été façonnée par les défis du marais et la résistance de sa famille. Depuis 5 générations, les Landry vivent dans les marais. L'arrière-arrière-grand-père de Troy a été l'un des premiers à y gagner sa vie en chassant les crocodiles, en piégeant les animaux sauvages, en ramassant de la mousse espagnole et en travaillant comme bûcheron. Le marais était à la fois un fournisseur et un prédateur, ce qui exigeait une connaissance approfondie des animaux du temps et du terrain. À la naissance de Troy, le nom des Landry était déjà légendaire dans toute la région. Chaque année, pendant les 30 jours de la saison des alligators, ils travaillaient de longues heures, épuisés, à la recherche des plus grosses prises. Leur réputation s'est développée sur le dos d'alligators colossaux, dont certains mesuraient plus de 3 mètres de long. Des histoires se sont répandues à propos d'eux qui ont vaincu des alligators à l'aide d'une simple corde et de leur détermination. Dès son plus jeune âge, Troy a ressenti le poids de cette tradition. Il savait qu'il devait l'honorer. Troy a dû faire face à un autre défi. Il est né avec une perte auditive partielle. Enfant, il portait des appareils auditifs et a appris à vivre dans un monde où les bruits des marais étaient difficiles à entendre. À l'âge adulte, il était sourd de l'oreille droite et n'entendait qu'environ 20% de l'oreille gauche. Cela aurait pu être dangereux dans un endroit où l'ouïe était importante, mais Troy a trouvé de nouvelles façons de survivre. Il s'est concentré sur les vibrations et une vue perçante. Il remarquait la moindre ondulation de l'eau ou un léger mouvement dans les broussailles. Ses compétences sont devenues sa force. Ce qui aurait pu le freiner l'a aidé à devenir l'un des meilleurs chasseurs. Troy a commencé à chasser à l'âge de 12 ans. Son père Duffy lui a tout appris. Ce n'était pas pour le plaisir, c'était un travail sérieux. Troy a appris à attraper le poisson-chat, à vérifier les pièges et à lire les traces d'animaux. Lors de sa première chasse à l'alligator, il a aidé à préparer les appâts, a fait des nœuds assez solides pour un alligator et a appris les risques du métier. À l'adolescence, les gens le considèrent comme un chasseur compétent, capable de faire face aux dangers des marais. Ses premières expériences ont façonné sa personnalité et sa façon de travailler. Pierre Part était plus que la ville natale de Troy. Dans les années 1960 et 1970, c'était une communauté cajun très unie. Les gens s'entraidaient. Ils partageaient la nourriture, les histoires et les traditions. Les événements tels que les bouillons d'écrevisses et la bénédiction de la flotte étaient importants. La langue, la musique et la nourriture cajun faisaient partie de la vie quotidienne. Les parents de Troy étaient respectés pour leur gentillesse et leur soutien. Cet environnement a appris à Troy l'importance de la loyauté du travail et de l'humilité.
En grandissant, Troy ne s'est pas contenté de chasser. Après la saison des alligators, il s'est concentré sur les écrevisses. Son commerce d'écrevisses est devenu l'un des plus importants de Louisiane. Chaque année, à partir de la fin novembre, il travaille avec des pêcheurs et des fermes locales pour fournir des écrevisses dans tout l'État. La Louisiane produit plus de 90% des écrevisses des États-Unis. Hess et l'entreprise de Troy y jouent un rôle important. Pendant la haute saison, son équipe traitait des milliers de livres chaque semaine. Sa cabane à fruits de mer servait des plats cajuns traditionnels et attirait de grandes foules, transformant chaque ébullition en fête. Troy a également ouvert la station Shell Duffy sur la route nationale 70. Il lui a donné le nom de son père. C'est devenu plus qu'une station-service. C'était un endroit où les habitants et les visiteurs se réunissaient. Les gens venaient chercher du carburant, des appâts et des histoires. Les murs étaient couverts de photos retraçant l'histoire de la famille Landry. Aujourd'hui même, les amateurs de marais visitent la station pour ressentir l'authentique esprit cajun. Troy est devenu un personnage clé dans le contrôle de la population d'alligators. Il y a quelques années, les alligators ont failli disparaître de la Louisiane. Grâce à une chasse prudente et à la conservation, leur nombre est remonté. Mais il était difficile de maintenir l'équilibre. Troy a utilisé de vieilles méthodes familiales et des outils modernes pour gérer la population. Il a éliminé les alligators qui posaient un problème tout en protégeant ceux qui étaient nécessaires à la reproduction. Chaque saison, il remplissait des centaines de balises et contribuait à la sécurité des personnes et des alligators. L'un des moments les plus célèbres de Troy a été celui où il a attrapé 82 alligators en une seule journée. Ce record a étonné les chasseurs les plus expérimentés. Il a ainsi démontré son habileté, son sens de la planification et sa ténacité. Cette journée l'a aidé à gagner le titre de roi du marais et lui a permis de participer à l'émission Swamp People. Sa réussite n'est pas qu'une question de chiffres. Cela montre à quel point il était lié à la terre et combien il travaillait dur. Pour faire face aux exigences de la chasse, Troy s'est constitué une flotte de bateaux et d'équipements. Sur sa propriété de 20 acres, il gardait au moins 6 bateaux chacun conçus pour une tâche particulière. Son matériel était conçu pour faire face à de grosses prises et à des conditions difficiles. Sa famille a travaillé avec lui pour construire, réparer et améliorer les outils dont ils avaient besoin. Cette préparation a permis à l'équipe de Troy de remplir ses quotas et de conserver sa place parmi les meilleurs groupes de chasseurs de l'État. La vie de Troy Landry a changé pour toujours le 26 septembre 1981 jour où il a épousé Bernita lors d'une petite cérémonie au fin fond du bayou de Louisiane. Ce n'était pas un mariage luxueux, il n'y avait que des amis proches et la famille. Mais ce qui a commencé ce jour-là s'est transformé en un partenariat qui a duré plus de 40 ans. Bernita, qui a travaillé comme institutrice puis comme publicitaire pour la chaîne Histoire, a soutenu Troy dans tous ses combats. Les premières années n'ont pas été faciles. Ils ont connu des temps difficiles et l'argent était rare, mais leur amour et leur loyauté, l'un envers l'autre, ne se sont jamais démentis. Ce lien a permis à Troy de devenir le roi du marais et à leur famille d'être suffisamment forte pour briller à la télévision nationale. Après le mariage, Troy et Bernita ont emménagé dans une petite caravane sur un terrain d'1 hectare à Pierre Park. Ils y sont restés pendant plus de 30 ans. Ce n'était pas ce dont ils rêvaient, mais c'était ce qu'ils pouvaient se permettre. Cette caravane est devenue le symbole des efforts qu'ils ont déployés pour obtenir une vie meilleure. Tous les troncs de cyprès que Troy a sortis du marais ont été soigneusement entreposés en attendant le jour où ils pourraient construire la maison qu'ils souhaitaient. Ils ont élevé leurs enfants dans ce petit espace. Ils y ont célébré leurs anniversaires. Ils y ont accueilli leurs petits-enfants. C'était une maison modeste mais remplie d'amour et de tradition. Leurs fils ont grandi dans ce monde. Jacob est né le 27 décembre 1983 et Chase est arrivé le 22 février 1990. Troy est également devenu le beau-père du fils de Bernita Brandon. Dès le début, il a traité Brandon comme s'il était le sien.
Les garçons ont appris à connaître le marais dès leur plus jeune âge. Ils apprenaient à le respecter, à y survivre et à chasser les alligators qui y vivaient. La saison des alligators ne durait que 30 jours par an, mais il fallait une année entière de préparation. Ce que ces garçons ont appris n'était pas seulement un métier, c'était un mode de vie. Lorsque Swamp People est passé à la télévision, des millions de personnes l'ont regardé pour voir ce mode de vie en action. Après des décennies d'économies et de sacrifices, Troy et Bernita ont enfin construit la maison de leurs rêves. Juste avant Noël 2011, ils ont emménagé dans leur maison en bois de 1860 pieds carrés sur Mike Street. Chaque morceau de cyprès de cette maison provient des marais où Troy travaillait. Il n'y a pas de plaque de plâtre dans la maison. Les murs et les plafonds sont en pin parfaitement ajustés les uns aux autres. Troy a même construit la table en cyprès de 12 pieds sur laquelle il mange. La maison dispose d'une salle familiale géante de 30 x 34 pieds, décorée de bois de serre, et d'une tête d'alligator de 11 pieds. Chaque pièce renferme des souvenirs de famille et de vieilles photos, des antiquités et des souvenirs. Cette maison est plus qu'un foyer, c'est le résultat d'années de travail acharné et d'un rêve devenu réalité. Troy ne s'est pas contenté de chasser l'alligator. Il a enseigné à ses fils tout ce qu'ils savaient. Dès qu'ils ont pu tenir une perche, ils ont été dans le marais avec lui. Il leur a appris à poser des appâts, à traquer les alligators et à respecter les dangers de la chasse. La chasse à l'alligator est l'un des métiers les plus dangereux du pays, mais les fils de Troy étaient prêts parce qu'ils les avaient préparés à tous les risques. En 2010, tout a changé lorsque la chaîne History Channel a découvert Troy. Le 22 août 2010, Swamp People a été diffusé pour la première fois. Les téléspectateurs ont tout de suite été séduits. Ils ont vu un vrai homme vivant une vraie vie dans le marais. Troy ne jouait pas la comédie, il était simplement lui-même. C'est ce qui a fait de lui une star. Le premier épisode a attiré 3,1 millions de téléspectateurs. Lors de la première de la deuxième saison, le 31 mars 2011, ce chiffre est passé à 3,9 millions. Le final de la deuxième saison a établi un record avec 5,5 millions de téléspectateurs. Il est devenu l'épisode le plus regardé de l'histoire de la chaîne à l'époque. La vie et le travail de Troy ont fasciné les gens et son histoire a fait le succès de la série. Et puis, il y a eu Chew-Dom. Ce simple cri accompagné de l'accent cajun de Troy est devenu célèbre. Il l'a d'abord crié à ses fils et à son équipe au moment de la prise de vue. Les fans ont adoré. Bientôt on la retrouve sur des t-shirts, des casquettes, des tasses et même des sonneries. Troy a déposé une marque et l'a protégée parce qu'elle n'était pas qu'une simple phrase d'accroche. Cela faisait partie de son identité. Les fans le voyaient et le criaient, et c'est devenu un symbole de la vie dans les marais que Troy a montré au monde entier. Le surnom de Troy, le roi des marais, lui a été donné par les personnes qui le connaissaient le mieux. Bien avant l'arrivée des caméras de télévision, il a gagné son titre en attrapant 82 alligators en une journée. Il connaissait les marais mieux que quiconque. Il a enseigné à ses fils, dirigé son équipe et toujours respecté la terre. Lorsque la télévision a fait connaître son histoire à la nation, ce surnom est devenu célèbre à son tour. En 2015, la vie de Troy Landry a pris un tournant passionnant. Savage Arms a lancé la Landry Signature Series, une collection de 3 fusils à canon à verrou sur le thème de l'alligator. Il ne s'agit pas de n'importe quel fusil. Ils ont été inspirés par les compétences légendaires de la famille Landry en matière de chasse à l'alligator. Troy, Jacob et Chase ont participé à leur conception. Chaque fusil était doté d'une crosse synthétique résistante, recouverte d'un camouflage en écailles d'alligator. Elle portait la signature de Troy et son célèbre logo Chute M, que les fans de tout le pays adoraient. Ces carabines n'ont pas été conçues pour être exposées. Ils étaient conçus pour résister aux conditions difficiles du bassin de la Chafalaya en Louisiane, où les Landry chassaient pour gagner leur vie. Le Rascal, qui ne pesait que 2,66 livres, était un 22 LR à un coup destiné aux jeunes tireurs. Le Mark II FVSR
et le modèle 93 FVSR ont été conçus pour les chasseurs sérieux. Ils étaient équipés de poignées de culasse, élargies de canons filetés et de chargeurs à 5 balles. Les prix allaient de 230 $ pour le Rascal à 420 $ pour le modèle 93, ce qui les mettait à la portée de nombreux amateurs de plein air. Ce partenariat était rare. Il montre comment la célébrité de Troy dans la télé-réalité s'est transformée en matériel réel de haute qualité pour les aventuriers du monde entier. La personnalité plus grande que nature de Troy a rapidement donné lieu à d'autres opportunités. En 2016, une nouvelle émission intitulée « Swamp People Blood and Guts » a été diffusée. Elle a approfondi le monde difficile et risqué de la chasse à l'alligator. Les téléspectateurs ont pu voir le courage et l'ingéniosité de la famille Landry, qui a affronté le danger de plein fouet. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le 7 juin 2018, Swamp Mysteries with Troy Landry a débuté. Cette série de 6 épisodes a montré une facette différente de Troy. Il a quitté les marais de Louisiane et a voyagé à travers le sud des États-Unis. Il a rejoint des experts locaux pour affronter des créatures vraiment effrayantes. Dans le Mississippi, il a chassé un alligator géant connu sous le nom d'El Diablo. En Louisiane, il s'est attaqué à une orphie de taille humaine appelée Garzilla. Au Texas, il s'est attaqué aux porcs sauvages. Et dans les eaux de Louisiane, il a même participé à la lutte contre les requins taureaux. Le mélange de danger de mystère et de résolution de problèmes de la vie réelle a gardé les gens rivés à leur écran. Puis en 2020, Troy a relevé un nouveau défi avec Swamp People Serpent Invasion. Cette fois, lui et son équipe se sont rendus dans les Everglades de Floride. Leur mission était d'aider à lutter contre les pythons birmanes envahissants qui détruisaient de l'écosystème. Le travail acharné de Troy a porté ses fruits. En 2018, sa valeur nette a dépassé les 2 millions de $. Il a gagné entre 10 000 et 30 000 $ pour chaque épisode de Swamp People. Mais Troy ne s'est pas arrêté à l'argent de la télévision. Il a bâti un empire commercial. Il a vendu des produits de marque comme des vêtements et du matériel de plein air. Il a créé Troy Landry Productions pour protéger ses phrases d'accroche et sa marque. Il possède également une station-service, un restaurant de fruits de mer et un commerce d'écrevisses. Les touristes payaient pour des visites guidées des marais désireux de voir de près le mode de vie cajun. En outre, Troy a investi dans l'immobilier en Louisiane. Toutes ces entreprises lui ont permis de rester financièrement à l'abri et profondément attaché à ses racines. Sa renommée a même atteint le monde des jeux mobiles. Au sommet de sa carrière à la télévision, Troy est devenu la star de Chewtom Angry Swamp. Ce jeu d'arcade est sorti sur Apple Android et Kindle. Les joueurs enfilent les bottes de Troy et tentent de repérer des alligators dans un marais virtuel. Le jeu semblait réel parce qu'il comprenait la voix de Troy, sa chemise rayée et ses célèbres phrases d'accroche. Il a permis à un tout nouveau public de découvrir les joies du bayou et a prouvé à quel point la marque de Troy était devenue puissante. En 2021, Troy a reçu l'un des honneurs dont il est le plus fier. Il a été nommé Louisian of the Year, Louisien de l'année dans la catégorie Celebrity Célébrité. Ce prix ne récompense pas seulement son succès à la télévision. Elle célébrait Troy comme un véritable symbole de la culture et de la force cajune. Il a passé sa vie sur les eaux du marais d'Atchafalaya et il est toujours resté fidèle à ses racines. Malgré la gloire et la fortune, il a continué à vivre à Pierre-Part. Il travaillait avec sa famille et enseignait aux jeunes marécageux les coutumes du bayou. En 2021, Troy Landry a été confronté à un chagrin d'amour dont aucune force ne pouvait le protéger. L'homme que les fans connaissaient comme l'intrépide roi des marais a perdu sa mère bien-aimée après une longue et douloureuse maladie. Son décès n'a pas seulement brisé le cœur de Troy, elle a laissé un vide profond dans toute la famille Landry. Elle avait été leur ancre, les guidant dans la vie sauvage et imprévisible du bayou. Sans elle, la famille se sentait à la dérive. Troy essayait de rester fort, de conserver son image de chasseur d'alligators coriaces. Mais derrière cette image, c'est un fils qui est en deuil. Les fans qui voyaient dans les Landry
la définition de l'unité familiale, ont déversé leur amour et leur soutien. Cette perte a rappelé à tout le monde que même les plus forts peuvent être mis à genoux par le chagrin, alors que Troy essayait de guérir 2022, lui apportait un nouveau coup. Cette fois, il s'agissait de sa propre santé. Troy a choqué ses fans en révélant qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Il n'a pas mâché ses mots. Ses mots étaient simples et crus. Sa prostate était atteinte d'un cancer. À 61 ans, la nouvelle a frappé fort non seulement pour Troy, mais aussi pour tous ceux qui admiraient à sa force. Sa franchise a incité de nombreux hommes à parler de leur propre santé, brisant ainsi le silence qui entoure le cancer de la prostate. Soudain, l'invincible chasseur d'alligators semble vulnérable, et son combat devient un symbole de courage. Troy n'a pas perdu de temps. Il a subi une opération chirurgicale qui lui a sauvé la vie, l'ablation de la prostate. Le 1 juin 2022, il a partagé le résultat avec ses fans. L'opération a été un succès. Bien que la vérité soit difficile à entendre, sa prostate a été complètement envahie par le cancer. Le rétablissement n'a pas été facile. L'opération était sérieuse. Les risques étaient réels, mais Troy est resté fidèle à lui-même, remerciant ses médecins et ses fans et gardant les yeux fixés sur la prochaine saison des Gators. Son honnêteté face à la lutte a permis aux gens de voir le cancer sous un jour nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de la maladie. Il s'agissait de se battre quelle que soit la difficulté du chemin. Mais alors que Troy guérit, la famille est frappée par une nouvelle tempête. En août 2022, de fausses informations se sont répandues comme une traînée de poudre. L'Internet s'est mis à bourdonner d'affirmations selon lesquelles Troy était mort à 62 ans. Les fans ont eu le cœur brisé, croyant que le cancer l'avait emporté. Les rumeurs étaient si convaincantes que son fils Jacob a dû intervenir en postant une vidéo pour prouver que son père était en vie. Troy, toujours prêt à faire preuve d'humour, a plaisanté sur la situation pour apaiser les inquiétudes de tous. Cette expérience a montré à quel point les mensonges peuvent se propager rapidement et à quel point ils peuvent être douloureux pour des familles déjà très éprouvées. Malgré tout, la concentration de Troy n'a jamais faibli. Tout ce qu'il voulait, c'était retourner dans le marais. Quelques semaines seulement après l'opération, il était sur ses terres, passait du temps avec son petit-fils et se préparait pour la prochaine saison de chasse. L'homme qui avait traversé tant d'épreuves était déterminé à faire ce qu'il aimait. Son retour pour la saison 14 de Swamp People a prouvé qu'aucune maladie ne pouvait avoir raison de son esprit. Puis vint une nouvelle épreuve, une épreuve qu'aucun parent ou grand-parent ne souhaite affronter. Le 13 juillet 2024. La famille Landry a accueilli le bébé Crew, mais la joie s'est rapidement transformée en peur. Après 8 heures de travail, Shelly a dû subir une césarienne d'urgence. Crew est né en luttant pour respirer. Il a passé ses premières 24 heures en soins intensifs, luttant pour chaque respiration. La famille est restée forte, et Crew a rapidement semblé hors de danger, mais le séjour à l'hôpital a révélé un autre problème. Son sang présentait un taux élevé de bilirubine directe, signe précurseur de troubles hépatiques. C'était le début d'un cauchemar. Dans les semaines qui ont suivi, le taux de bilirubine de Crew n'a cessé de grimper. Les médecins ont effectué d'autres examens, dont une douloureuse cholangiographie, le 23 août 2024. Le résultat a bouleversé la famille. Crew était atteint d'atrésie des voies biliaires, une maladie du foie rare et mortelle qui ne touche qu'un bébé sur 20 000 aux États-Unis. Sans traitement, la maladie est toujours mortelle. On a dit aux Landry que la chirurgie était le seul espoir, mais même cela pourrait ne pas suffire. Le monde de cette famille a basculé lorsqu'elle a été confrontée à la terrifiante réalité de la perte de son nouveau-né. Les médecins ont pratiqué l'intervention Kasai, une opération compliquée, qui a donné à Crew une mince chance de survie, mais les probabilités étaient contre lui. L'opération fonctionne généralement mieux avant que le bébé n'atteigne l'âge de 8 semaines. Crew avait déjà dépassé ce stade. Au bout de 3 mois, il est devenu évident que l'opération avait échoué. L'état de son foie n'a cessé de s'aggraver. Le 25 janvier, Crew était en phase terminale d'une maladie du foie,
et officiellement inscrit sur la liste des transplantations. Son score PLD était de 13, mais il est rapidement passé à 31. Chaque jour est devenu une attente douloureuse d'un donneur qui pourrait lui sauver la vie. L'attente semblait interminable. En février 2025, un donneur potentiel s'est manifesté, mais le foie n'était pas compatible. L'espoir de la famille est anéanti. Enfin, en juin 2025, l'appel pour lequel ils avaient prié est arrivé. Un foie correspondant a été trouvé. Crew a subi une greffe au Texas Children's Hospital. L'opération a été un succès. Le rétablissement est lent et semé d'embûches, mais à chaque petit pas en avant, la famille sent l'espoir renaître. Entre-temps, en septembre 2024, un appel anonyme a déclenché une tempête que personne n'avait vu venir. Quelqu'un a contacté le département de la faune et de la pêche de Louisiane en affirmant qu'il se passait quelque chose d'illégal sur le lac Ballard dans le comté de St. Mary. L'auteur de l'appel a déclaré que seul lui et un ami avaient l'autorisation de poser des lignes d'alligator à cet endroit, mais que d'étranges lignes marquées de drapeaux blancs étaient apparues au cours de la nuit. La plainte semblait sérieuse. Le service n'a pas perdu de temps. Ils ont lancé une opération d'infiltration. Il ne s'agissait pas d'une simple patrouille. Les agents ont soigneusement préparé chaque mouvement, sachant qu'ils pourraient avoir affaire à un chasseur expérimenté ou même à une personnalité publique. Le tuyau était trop détaillé pour être ignoré. Le décor était planté et ce qui allait suivre allait choquer non seulement le monde de la chasse, mais aussi les fans de l'une des plus grandes stars de la télé-réalité. Tôt le 19 septembre 2024 à Six Hatch. 30 du matin, deux agents Jake Darden et Harry Gaines prennent position. Ils ont trouvé un endroit caché où ils pouvaient observer les lignes de drapeau sans être vus. La chaleur et l'humidité rendent l'attente encore plus difficile. Le temps s'éternise, puis après plus de 6 heures à 13h43 exactement. Messieurs, ils ont vu un bateau s'approcher des lignes. À l'intérieur du bateau se trouvait Troy Landry, une femme de 28 ans, dont le nom a été tenu secret, et un caméraman qui semblait filmer pour Swamp People. Les agents observent attentivement. La femme a levé une ligne et a dit que l'alligator était un bon spécimen. Troy saisit sa lance. Ensemble, ils tunent l'alligator et le tirent dans le bateau. C'est le moment que les agents attendaient. Ils se sont précipités pour confronter Troy et son équipe. Troy a tenté de s'expliquer. Il a dit qu'il avait l'autorisation de chasser à cet endroit. D'une certaine manière, il disait la vérité. Mais lorsque les agents ont vérifié ses vignettes, les choses ne collaient pas. Les étiquettes ne correspondaient pas à la zone. En Louisiane, les chasseurs doivent utiliser des vignettes correspondant à l'endroit exact où ils chassent. Troy a déclaré que quelqu'un lui avait donné les étiquettes pour ce voyage, mais que cela n'avait pas d'importance pour la loi. Les agents lui ont donné 2 citations. L'une pour avoir marqué l'alligator de manière inappropriée. L'autre pour ne pas l'avoir marqué du tout, alors qu'il aurait dû le faire. Chaque accusation pourrait lui coûter jusqu'à 950 $ et 120 jours de prison. Au début, Troy a insisté sur son innocence. Mais lorsque les agents lui ont dit qu'ils l'avaient observé pendant tout ce temps, il a fini par admettre ce qu'il avait fait. Les fans qui l'avaient vu comme le roi du marais ont été stupéfaits. Les surprises n'étaient pas terminées. Lorsque les agents l'ont pressé davantage, Troy a admis quelque chose de pire. Il a avoué qu'avant qu'il ne l'atteigne, il avait détaché un autre alligator mort de sa ligne et l'avait laissé flotter. Il ne s'agissait pas seulement d'enfreindre une règle. C'était considéré comme un acte de gaspillage et un manque de respect pour la faune qu'il était censé protéger. Les agents ont retrouvé l'alligator mort plus tard toujours attaché à une ligne comme les autres alligators de Troy. Selon la loi, chaque alligator doit être marqué immédiatement. Le laisser flotter est illégal et nuit à l'équilibre de la nature. L'homme qui a enseigné à des millions de personnes la chasse responsable est maintenant au centre d'une affaire qui montre que ce n'est pas le cas. Les agents ne se sont pas contentés de dresser des procès-verbaux. Ils ont saisi le bateau et le moteur de Troy. Ce n'est pas le cas pour les petites erreurs.
L'enlèvement d'un bateau est une mesure grave généralement réservée aux pires infractions ou aux récidivistes. La vue du célèbre bateau de Troy en train d'être emporté a fait mal. Les fans n'en croyaient pas leurs yeux. L'événement a soulevé des questions difficiles. Les émissions de télé-réalité ont-elles favorisé le drame, poussant même les chasseurs chevronnés à enfreindre les règles? Ce que les téléspectateurs ont vu dans Swamp People était-il réel ou s'agissait-il d'un spectacle raffiné cachant la vérité? Et pourtant, l'histoire de Troy ne s'est pas arrêtée là. En 2025, lors du tournage de Swamp Mysteries, Troy et son partenaire Cheyenne Picklewitt ont fait une découverte que personne n'aurait pu imaginer. Ils exploraient le bayou de Louisiane à la recherche de traces d'une civilisation amérindienne disparue. Ce qu'ils ont trouvé à la place, ce sont des ossements humains, une mâchoire, avec des dents blanches, des morceaux de crâne, une omoplate des parties d'une jambe. Les restes ne se trouvaient qu'à 5 cm sous le sol boueux. Même l'archéologue sur place n'en revenait pas. Le sol acide du marais détruit généralement ce genre de choses. Selon les experts, les ossements pourraient être vieux de plusieurs milliers d'années. Ce moment a bouleversé Troy. Cette découverte a changé à jamais la vision que l'équipage avait du marais. Malgré les problèmes juridiques, Troy n'a pas disparu. Lorsque la saison 6 de Swamp People a été lancée en janvier 2025, il était là. Cette fois, il avait 800 étiquettes d'alligator et 2 nouveaux bateaux. Son charme et ses compétences lui ont permis de rester au sommet, alors même que les questions se bousculaient autour de lui. La chaîne a traité ces violations comme un petit accident de parcours. Les fans ont continué à le regarder et à ses côtés se trouvait Picklewitt. Les deux hommes sont devenus une